Avant d'aborder cette réunion importante, il est nécessaire de vous expliquer comment j'ai atteint un moment aussi crucial. Mon enfance à New York était tout sauf normale. Ma famille était profondément impliquée dans une entreprise où la loyauté et le silence étaient essentiels. Mon père et mon oncle, tous deux respectés dans leur domaine, ont commencé à me toiletter très tôt. À 17 ans, je faisais déjà partie de leur monde, apprenant les ficelles du métier légitime de la construction et les aspects les plus sombres de l'entreprise familiale. J'ai commencé comme ouvrier dans la construction pendant les étés, mais je me suis vite impliqué davantage dans les autres affaires de la famille. Au début de la vingtaine, j'avais effectué mon premier travail de collectionneur et j'avais compris ce que signifiait la loyauté. J'ai gagné ma place non seulement grâce à mon nom, mais aussi grâce à mes actions. Cependant, cette vie m'a également conduit à un mariage difficile avec une femme qui ne pouvait pas gérer le monde auquel j'étais lié. Ce mariage s'est finalement effondré, ouvrant la porte à une rencontre qui a changé sa vie. Je me suis retrouvé dans un petit restaurant italien en Italie, attendant de rencontrer Don Enzo, l'homme qui contrôlait le nord de l'Italie. Cela exigeait de la discrétion, c'est pourquoi un lieu public a été choisi. En entrant, la serveuse m'a parlé dans un anglais parfait avant même que j'aie dit un mot. Quand je lui ai demandé comment elle le savait, elle m'a répondu que le capot de Don Enzo m'avait décrit. La réunion avait déjà commencé. Elle m'a apporté une carafe de vin rouge local et m'a demandé si je voulais manger quelque chose. J'ai commandé une pizza moyenne avec du fromage et du pepperoni, et elle l'a servie avec des ustensiles, comme c'est la coutume en Italie. L'endroit était rempli d'une odeur de pizza au feu de bois et d'une brume de fumée de cigare. Alors que je mangeais ma deuxième part, ils entrèrent. Le restaurant devint silencieux. Tout le monde a rapidement trouvé autre chose sur quoi se concentrer et en quelques instants, l'endroit s'est vidé. Deux hommes entrèrent les premiers et scrutèrent le restaurant. L'un a vérifié les toilettes, l'autre la cuisine. Puis vint le troisième homme, dur et froid. Sa main resta dans son manteau, même s'il ne faisait pas assez froid pour un seul. Je soupçonnais qu'il avait une arme. Il m'a regardé droit dans les yeux, et je lui ai rendu mon regard, refusant de cligner des yeux. Les deux hommes terminèrent leur vérification et firent un signe de tête au dur à cuire, qui ouvrit alors la porte et fit un signal sans rompre le contact visuel. J'ai tranquillement continué à manger ma pizza. Ce n'étaient pas mes ennemis, mais ce n'étaient pas non plus mes amis. Un faux mouvement et je coucherais avec les poissons. C'était la première fois que je rencontrais leur patron, et c'était comme une lutte de pouvoir, nous nous évaluions tous les deux. Si je montrais la moindre faiblesse, autant rentrer chez moi, car aucune affaire ne serait faite. Un petit homme d'une soixantaine d'années est entré, même si j'ai appris plus tard qu'il avait 70 ans. Impeccablement habillé et imposant le respect sans un mot, ces hommes semblaient au garde à vous en sa présence. Il a croisé mon regard, m'inspectant attentivement. Je me levai lentement pour éviter de paraître menaçant. Un faux mouvement et je pourrais avoir de sérieux ennuis. J'ai fait signe au siège en face de moi et j'ai demandé à la serveuse d'apporter un verre au don afin que nous puissions partager ce vin et peut-être la pizza. Le regard sévère du don s'adoucit et il sourit. Bien sûr, je me joins à vous, monsieur Pergolisi, dit-il, même si ses yeux restaient perçants. Je n'ai pas été surpris qu'ils connaissent mon nom, puisque notre rendez-vous était organisé. Pendant que nous étions assis, la serveuse l'a traité comme un roi, presque comme si elle allait embrasser sa bague. Je me demandais si cette dévotion venait de la peur, du respect ou de la loyauté. C'était difficile à dire, mais cela me fascinait. À New York, la loyauté venait généralement de la peur, de l'intimidation ou de l'argent. Il n'y avait pas d'amitié, seulement de la famille, et même on ne pouvait pas toujours leur faire confiance. J'ai donc observé Don Enzo de près pendant qu'il me regardait. Nous avons partagé pizza et vin, et il m'a posé des questions sur ma famille, en particulier sur mon oncle Bruno, qui était sa version américaine. Ils s'étaient déjà rencontrés, même si j'ai été surpris de voir à quel point il était bien informé sur mes cousins, ma femme et d'autres membres de ma famille, dont il n'avait rencontré aucun. Il fit signe à la serveuse de débarrasser la table et d'apporter du café. Le café italien, ai-je prévenu, est fort, bien plus fort que tout ce qui vient de Starbucks. Il ajouta une quantité ridicule de sucre au sien et but une gorgée en disant « Buono ». J'ai essayé le mien et j'ai failli m'étouffer. Il a suggéré plus de sucre, mais cela n'a pas aidé. Je n'arrêtais pas de tousser et il riait en me pinçant la joue en disant « Nous allons faire de toi un Italien ». Il a commandé pour moi un cappuccino avec de la crème supplémentaire, plus facile à boire mais toujours fort. Pendant que nous sirotions, j'ai remarqué que nous étions désormais seuls dans le restaurant. « Pouvons-nous parler de votre demande maintenant »
dit-il. Et pendant qu'il parlait, mes pensées sont revenues au moment où ma vie a commencé. Vers l'âge de 14 ans, mon père a commencé à m'emmener travailler avec lui. Il travaillait pour mon oncle Bruno, construisant des centres commerciaux. Mon père a réussi à transformer des terrains vides en bâtiments rudimentaires, 4 murs, un toit et un parking. Mon oncle avait un autre contremaître qui s'occupait des travaux de finition intérieure. Ensemble, ils ont gagné beaucoup d'argent. J'ai commencé à travailler comme aide-maçon après l'école et pendant les vacances d'été. C'était amusant, et je suis gagné un peu d'argent de poche. Au début, je fournissais des briques et du mortier à un maçon, mais bientôt j'en ai suivi 4. Au cours de l'été, j'ai troqué la graisse de mon bébé contre du muscle. Ensuite, j'ai découvert les blocs de ciment, qui étaient beaucoup plus lourds. Les porteurs étaient difficiles et au bout de 2 semaines, mes bras avaient l'impression de traîner. Mais dès ma 2e année, je pouvais suivre. Au 3e, j'étais en pleine forme, fournissant 4 maçons tout en gardant une longueur d'avance. Au cours de mon 4e été, des choses ont commencé à disparaître, des outils, des objets provenant de voitures et de camions. Nous n'avons pas pu déterminer qui volait. Un jour, alors que je reprenais mon souffle sur l'échafaudage, j'ai aperçu une ombre en contrebas, ouvrant une boîte à outils. Sans réfléchir, j'ai poussé une pile de blocs et ils sont tombés sur le voleur. Il ne portait pas de casque de sécurité et l'impact a été violent. Les ambulanciers ont déclaré plus tard qu'ils n'avaient pas survécu à la chute. Certains gars m'ont rapidement tiré de l'autre côté de l'échafaudage et m'ont dit de me taire. Si quelqu'un me le demandait, j'étais censé dire que j'étais de l'autre côté du bâtiment. Et c'est comme ça que j'ai liquidé mon premier homme. Il y en aura davantage dans les années à venir. Après cela, mon père, mon oncle et l'équipe m'ont traité comme un héros. J'ai eu du sang et je suis devenu l'un des hommes. Soudain, j'entendais des conversations sur une entreprise familiale dont j'ignorais l'existence. Outre la construction, nous nous consacrions au jeu, à la protection, à la contrebande, à la liquidation contre rémunération, aux prêts usuraires, et bien plus encore. L'entreprise de construction, quelques restaurants et un club de striptease n'étaient que des façades pour blanchir notre argent. Mon oncle Bruno a eu un fils quelques années plus âgé que moi et nous avons grandi comme les meilleurs amis. J'ai fait le travail physique pendant qu'il s'occupait du cerveau de l'opération, ce qui fait de nous une excellente équipe. J'ai commencé à suivre les équipes et à apprendre comment fonctionnaient nos autres entreprises. J'ai particulièrement apprécié les sorties hebdomadaires au club de striptease. Pendant que les gars rencontraient le manager, je pouvais m'asseoir devant et regarder les danseurs. L'équipe a dit que les filles étaient des salopes, mais qu'elles étaient toujours gentilles avec moi, peut-être à cause de mes liens familiaux ou parce que j'avais 20 ans et que j'avais de l'argent. L'un de mes premiers vrais emplois familiaux était celui des collections. Mais ma première tentative a été un désastre. J'étais avec Tony Snelling, pourchassant un gars qui avait des mois de retard dans ses paiements. Nous l'avons trouvé dans un bar redneck, mais il avait 4 amis avec lui. Ils ont sauté sur Tony, et je ne pouvais pas me contenter de regarder, alors j'ai attrapé une chaise et une queue de billard pour les aider. J'ai réussi quelques frappes, mais cela s'est rapidement transformé en 5 contre 1. J'étais violemment frappé lorsque le barman a tiré avec un fusil dans le plafond, les faisant fuir. Tony et moi saignions par terre lorsque le barman et quelques clients nous ont aidés à rejoindre l'arrière-salle. Une serveuse a commencé à nous soigner. Bientôt, mon père et certains membres de l'équipage sont arrivés, furieux. Pendant que Tony et moi étions embarqués dans un SUV, mon père s'est assuré que le barman et la serveuse étaient bien rémunérés. Ils ont également gagné son respect et sa protection. J'ai eu mal pendant des semaines, mais Tony a eu pire. Non seulement il a reçu un coup plus fort, mais il était aussi du mauvais côté de mon père pour m'avoir laissé souffrir. Il s'est retrouvé coincé avec les pires boulots pendant un certain temps. Quant aux 5 types qui nous ont attaqués, ils ont disparu et le prêt a ensuite été annulé. Après cela, j'ai commencé à passer plus de temps avec les capodastres et à apprendre comment fonctionnaient réellement les entreprises familiales. Je n'étais plus considéré comme un voyou de bas niveau. J'étais sur le point de devenir patron. Ma mère ne voulait pas que je me blesse à nouveau, alors j'ai appris à m'habiller et à me comporter comme une jeune femme de 25 ans qui a réussi. J'ai passé du temps avec notre avocat et notre comptable, apprenant l'aspect juridique du métier, que je trouvais ennuyeux. Je préférais passer du temps avec les gars et aller dans les clubs de striptease, mais mon père et mon oncle m'ont clairement fait comprendre que mon avenir dans l'entreprise familiale était tout tracé, que cela me plaise ou non. Ce fut le tournant de ma vie. J'ai arrêté de faire des travaux pratiques de construction et je suis devenu contremaître général.
Mon rôle était de m'assurer que les travaux étaient réalisés à la satisfaction du client. Nous construisions un bureau à plusieurs étages avec des vitrines au niveau de la rue. Les 3 derniers étages étaient destinés à un grand cabinet d'avocats qui s'étendait dans notre ville depuis la côte. Mon contremaître se plaignait constamment de la responsable du cabinet d'avocats. Elle était exigeante et rendait la vie difficile à tout le monde jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Un après-midi, j'ai reçu un appel. Elle avait poussé l'équipe trop loin et ils ont tous débrayé. Mon contremaître m'a laissé tomber le problème, mais c'est mon père qui m'a dit d'aller m'en occuper. J'ai sauté dans ma GTO et j'ai traversé la ville à toute vitesse, prêt à m'occuper d'elle. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré mon contremaître, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, une femme magnifique de mon âge a commencé à me déchirer. Pour qui te prends-tu? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez faire ce que ces gars-là ne pourraient pas faire avec vos vêtements de luxe et votre voiture? Elle n'arrêtait pas de déclamer, mais je restais là, fasciné par sa beauté. Lorsqu'elle s'est finalement arrêtée, je lui ai invité à dîner. Cela la fit repartir, mais pas aussi longtemps. Tu l'as toujours fait, je n'ai pas répondu à ma question sur le dîner, dis-je calmement. Elle m'a regardé, me voyant vraiment pour la première fois, et après m'avoir évalué, elle a dit d'accord. Il était presque 17 heures, alors je lui ai proposé de l'emmener à son hôtel pour se changer. J'ai attendu dans la voiture pendant près d'1 heure, devenant de plus en plus frustré. Mais quand elle est finalement sortie, j'ai oublié mon irritation. Elle était magnifique, ses cheveux doux, ses yeux pétillants et elle sentait incroyablement bon. Au départ, j'avais prévu de l'emmener dans un endroit décontracté, mais elle avait l'air si belle que j'ai décidé de l'emmener au Portofino's, le meilleur restaurant de la ville et celui que possédait ma famille. Cela vous dérangerait-il si nous allions chez Portofino? J'ai demandé. Elle a dit, j'adorerais ça, mais n'y a-t-il pas une attente de 30 à 40 jours pour les réservations? Avec toi aussi belle, je suis sûr que nous pouvons entrer directement, répondis-je, en utilisant mon charme habituel. Elle me lança un regard curieux, puis sourit largement au compliment. Je nous ai conduits au restaurant en m'arrêtant devant. Un voiturier a ouvert sa porte et j'ai remis mes clés à son partenaire. Un autre membre du personnel nous a ouvert la porte et le maître d'hôtel nous a conduits directement à une table. Pas d'attente, pas de questions, juste un service irréprochable. Elle était visiblement impressionnée. Après nous être assis, j'ai dit, je me rends compte que nous n'avons pas été officiellement présentés. Je m'appelle Luis Pergalisi, directeur général de Monroe Builders. S'il te plaît, appelle-moi Lou. Elle a souri et a répondu, ravi de te rencontrer, Lou. Je m'appelle Sophia Jones, chef de bureau chez Nixon & Hargreaves à Tornay. Je suis impressionné par votre choix de restaurant. Rien que le meilleur pour une belle femme comme toi, dis-je. Nous avons eu un excellent dîner et dansé dans la salle du club. J'ai repéré mon père dans la foule plus tard, mais je lui ai fait signe de partir. Je savais que j'en entendrais parler le lendemain. J'ai été un gentleman toute la nuit et quand j'ai ramené Sophia à son hôtel, je lui ai donné un doux baiser de bonne nuit. Je n'ai pas insisté pour en savoir plus parce que je voulais la revoir. 1 an plus tard, j'étais debout devant l'hôtel et je la regardais marcher vers moi au bras de son père. C'était un magnifique mariage avec toute ma famille et mes collègues, et elle a invité ses amis du cabinet d'avocats, y compris les associés principaux. Les avocats étaient distants avec ma famille et l'équipe de construction, pensant probablement qu'ils étaient meilleurs que nous. Au diable! Nous avions localement plus d'argent et de pouvoir qu'eux. Mais ils ne nous connaissaient pas vraiment. Nous avons fait profil bas, apparaissant comme de petits hommes d'affaires. Environ 5 ans après le début du mariage, j'ai remarqué des changements chez Sophia. Elle a commencé à se comporter comme les avocats coincés, m'entraînant à leurs soirées et ignorant mes amis et collègues. Elle me laissait à table pour danser avec ces idiots. Ils ont été polis avec moi mais jamais vraiment engagés. Ils écoutaient quand je parlais, puis poursuivaient leur conversation comme si je n'étais pas là. Lors d'une fête de Noël, j'ai remarqué qu'un avocat en particulier avait toute l'attention de ma femme alors que j'étais complètement ignoré. Il ne s'agissait pas seulement de travailler avec les arrières, mais de ne pas toucher aux femmes. C'était pire. Je les ai vus s'embrasser dans un coin sombre de la piste de danse, ses mains sur sa taille. Après ça, je ne me suis pas senti très festif. J'ai attendu l'avocat près de la cage d'escalier de secours et, lorsqu'il est passé, je l'ai poussé dans les escaliers. C'est arrivé rapidement et personne ne l'a vu. Il a été hospitalisé pendant des mois et les médecins n'étaient pas optimistes quant à son rétablissement. Quand nous sommes rentrés à la maison, Sophia et moi avons eu une énorme dispute à propos de son comportement.
Elle n'a jamais associé l'accident de son ami à moi. C'était le dernier événement de bureau auquel j'ai assisté. Après cela, elle est partie seule. Malgré mes menaces, elle avait du courage. Ma famille a remarqué la tension croissante. Un jour, mon oncle m'a approché. Lou, je vois que les choses ne vont pas bien avec Sophia. Le divorce n'est pas souhaitable dans notre famille. Est-ce qu'elle est au courant de notre véritable affaire? Je secouai la tête. Non, elle ne le fait pas. Il hocha la tête. Si elle embarrasse la famille, je devrais agir. C'est une question d'honneur familial. Je savais exactement ce qui était dit. Mon mariage et Sophia seraient terminés. Pendant les 6 années suivantes, nous avons vécu en colocataire. Je suis resté dans la chambre d'amis, elle est restée dans la chambre principale. Je rentrais à la maison après le travail, me changeais, puis partais jusqu'au petit matin, passant mes nuits dans nos entreprises familiales. Sophia a arrêté d'attendre ou d'essayer de me parler. Nous existions à peine en couple. Un soir, j'ai remarqué qu'elle ne rentrait pas à la maison. Au bout d'une semaine, j'ai réalisé qu'elle ne reviendrait pas. J'ai eu confirmation lorsqu'une associée de son cabinet d'avocat a fait irruption dans notre club de striptease. C'était sa première erreur. Et, idiot, je suis là pour te servir les papiers de divorce. Votre femme vous met à la porte. C'était sa deuxième erreur. D'habitude, je suis calme, mais son attitude m'a découragé. Avant qu'il puisse réagir, j'ai attaqué. Au moment où mes gars m'ont arrêté, il était mort. Je l'avais frappé jusqu'à la fin de sa vie. Je ne crois pas à la règle des 3 coups. Ils m'ont mis dans un SUV et m'ont conduit dans un autre restaurant que nous possédons. J'ai été rapidement introduit à l'intérieur et on m'a dit d'agir comme si j'avais été là toute la nuit. Des gens importants là-bas ont tenu à me parler, me donnant un alibi. Un mois plus tard, alors que je n'avais pas répondu à la demande de divorce et que le jeune avocat n'était pas revenu, le cabinet d'avocats de Sophia a tenté de geler mes comptes. Cela aurait pu fonctionner, sauf que la famille était propriétaire de la banque que j'utilisais. Le gestionnaire a transféré mon argent sur un autre compte sous un nouveau nom et a tout antidaté, donnant l'impression que je l'avais fait des mois plus tôt. Nos avocats sont passés à l'attaque, gelant tous les comptes, cartes de crédit et même ces 401 000 $ de Sophia. Rien n'a pu nous être retracé. Le cabinet d'avocats a intenté contre moi des poursuites pour mauvais traitement, mais mes avocats les ont bloqués. Lorsqu'un de nos gars a essayé de parler à un associé principal, celui-ci a ri et l'a fait expulser. Grosse erreur. Cette nuit-là, un petit incendie s'est déclaré dans leur salle d'archivage. Même si l'incendie n'a pas causé beaucoup de dégâts, les gicleurs et les lances d'incendie ont tout détruit dans les 3 étages occupés par l'entreprise. Ils étaient en faillite jusqu'à ce que les réparations puissent être effectuées. La famille a fait un généreux don aux pompiers. Plus tard, l'assurance du cabinet d'avocats n'était pas en règle et ils n'ont donc pas pu recouvrer leurs réclamations. Au moment où ils se sont rétablis, Sophia et son petit ami avocat avaient disparu. Mon oncle a repris les recherches. Cela a pris près d'1 an, mais les amants ont finalement été retrouvés vivants en Europe. C'est pour ça que je rencontrais Don Enzo. Son organisation les avait localisés. Que veux-tu faire avec les amants? Demanda calmement Don Enzo. Conduis-moi juste vers eux pour que je puisse me venger, dis-je d'une voix pleine de colère. Non, a-t-il répondu. Ton oncle et ton père ne veulent pas que tu sois impliqué. J'ai besoin de ma satisfaction, protestai-je. Puis il m'a posé une question. Tous les 3. 3? Ai-je demandé, confus. Elle est enceinte et nous ne faisons pas de mal aux enfants, dit-il simplement. J'ai failli m'effondrer de frustration, mais voyant mon combat, le don m'a proposé une solution. Nous nous occuperons de votre vengeance après la naissance du bébé. L'enfant sera placé dans une famille aimante et amie à nous. Le père n'est pas nécessaire, nous allons donc nous en occuper rapidement. Quant à votre femme, nous ferons d'elle un exemple après l'arrivée du bébé, ajouta-t-il avec un sourire glaçant. Maintenant, je comprenais pourquoi les gens partaient quand il entrait dans le restaurant. Votre femme est une femme volontaire. Ce sera amusant de la briser, dit-il, les yeux brillants. Il a fini en me disant que tes valises sont faites et qu'une voiture est prête à t'emmener dans un aéroport privé. Vous prendrez l'avion pour Rome, puis rentrerez chez vous. Nous ne pouvons pas nous rencontrer ni nous parler tant que cette affaire n'est pas terminée. Après, j'aimerais vous revoir. Sur ce, il m'a renvoyé. J'ai été surpris par la rapidité avec laquelle les choses ont évolué.
J'avais à peine passé 10 heures en Italie et maintenant j'étais rapatrié chez moi. Bien qu'un peu insulté par ce licenciement brutal, je suis resté silencieux. J'ai probablement passé plus de temps dans les avions qu'en Italie. Le décalage horaire m'a durement frappé et j'ai dormi toute une journée, même si c'était peut-être un plus grand soulagement d'avoir enfin résolu mes problèmes de mariage. Quand je suis retourné au travail, mon père m'a pris à l'écart. Le don a appelé, a-t-il dit. Il a dit que tu es un bon garçon et qu'ils s'occuperont de ton problème. Mais rappelez-vous, vous lui devez une faveur. Quoi qu'il demande, vous le ferez. C'est l'honneur de la famille. J'ai hoché la tête, comprenant la gravité de la situation. J'ai repris ma routine de travail habituelle. Environ 6 mois plus tard, le divorce était prononcé. Grâce à nos relations, cela a été rapide. La raison ? Désertion. J'ai tout eu et elle n'a rien. À quoi d'autre vous attendriez-vous lorsque nous possédons le juge ? Près d'un an plus tard, j'ai trouvé une enveloppe sur le siège avant de ma voiture verrouillée. L'alarme était toujours allumée et rien n'a été dérangé à l'exception de l'enveloppe. Ces gars sont bons, pensais-je. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu une partie d'un journal, mais j'ai décidé d'attendre d'être dans un endroit privé pour le lire. Sur mon trajet vers le bureau, la circulation était épouvantable. Les conducteurs lents, les gens distraits et les étudiants conducteurs m'ont tous rendu impatient de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Finalement, à mon bureau, j'ai sorti 2 coupures d'un journal italien. Même si je parlais italien, le lire n'était pas mon point fort. Un article a été encerclé, alors j'ai essayé de prononcer les mots. Il décrivait le corps d'un homme échoué sur le rivage. Lui et sa femme enceinte avaient disparu après avoir loué un voilier pour une excursion d'une journée. La chronologie correspondait et il était clair que le couple était Sofia et son petit ami. Je me demandais pourquoi le bébé avait été liquidé. Comme Don Enzo l'avait toujours dit, on ne fait pas d'enfants. Mais j'ai haussé les épaules. Mon problème a été résolu. J'ai déchiqueté l'article, satisfait. Je le dirai à mon père le matin et il serait fier. Ce soir-là, j'avais envie de faire la fête. Environ un an plus tard, une autre enveloppe est apparue sur le siège avant de ma voiture, alors qu'elle était verrouillée et que l'alarme était activée. Quelqu'un avait eu beaucoup de mal à y arriver. Attends juste de revoir ce vendeur, ai-je marmonné. J'avais l'impression de déjà vu alors que je me rendais à mon bureau en me demandant ce qu'il y avait à l'intérieur. Celui-ci était plus épais, ressemblant davantage à un pamphlet qu'à une simple feuille. Je l'ai ouvert et vidé le contenu sur mon bureau. C'était un magazine underground pour adultes. Le clé dessus montrait une femme déshabillée brutalement attaquée, le visage tordu par l'horreur. Le réalisme était troublant. On pouvait presque l'entendre crier. Un post-it jaune marquait une page. Je me suis tourné vers elle et j'ai vu une autre femme, également attaquée, la tête rasée. Puis j'ai réalisé que c'était Sofia, mon ex-femme. Ses yeux n'étaient pas vides comme les autres. Ils étaient remplis de haine envers la caméra. Elle était encore pleinement consciente de ce qui se passait. J'ai maintenant compris les paroles de Don Enzo, ce sera amusant de la briser. Sofia était dure et souffrirait longtemps. Je me sentais presque désolé pour elle, presque. J'ai gardé le magazine pour le montrer à mon père et à mon oncle Bruno. Ils en prendraient plaisir. Ils avaient peu de respect pour les femmes qui manquaient de respect à leurs hommes. 6 mois plus tard, mon père a appelé. Bruno et moi devons te voir au bureau maintenant, dit-il en raccrochant. Quand ils ont appelé, vous n'avez pas posé de questions. Je savais que je n'avais pas commis d'erreur, alors j'espérais simplement qu'il ne s'agissait pas de réparer l'erreur de quelqu'un d'autre. Dans la salle de conférence, mon oncle a pris la parole. Don Enzo veut vous revoir. Il envoie un avion la semaine prochaine. Prévoyez de rester 3 semaines. Il a des gens à rencontrer et une surprise. Mais je ne veux pas y aller, je me suis plaint, mais ils m'ont ignoré. Soyez juste prêts. Nous enverrons une limousine. Bientôt, j'étais à bord d'un jet privé Gulfstream, le seul passager à part une superbe hôtesse de l'air blonde, âgée d'environ 25 à 28 ans. Elle mesurait 5 minutes 4 secondes, courbée et difficile à ignorer. J'ai essayé de rester concentré sur ses yeux. Elle a souri et m'a dit que c'était normal de regarder. Les hommes me regardent depuis que j'ai 15 ans. J'ai ri. Ce n'est pas poli de regarder. Tu as de beaux yeux et ton visage n'est pas mal non plus. Si tu continues à me faire des compliments, je te laisserai peut-être les toucher, taquina-t-elle. Appelle-moi Lou, dis-je.
C'est un long vol. Autant faire connaissance. J'ai remarqué une énorme bague en diamant à son doigt. Elle est mariée, pensais-je. Je lui ai pris la main et lui ai dit, dommage que quelqu'un m'ait poussé vers toi. On aurait pu s'amuser. Elle m'a fait un sourire triste et m'a répondu que ça aurait été bien. Elle m'a guidé jusqu'à mon siège et a passé en revue les règles de vol et les commodités du Gulfstream. Il y avait 2 chambres. Des cabines, me corrigea-t-elle poliment. La cabine avant était aménagée comme un salon avec 2 canapés, des fauteuils en cuir moelleux et une table avec une banquette. La cabine arrière comportait un lit à eau et une salle de bain qui m'ont presque fait rire. Elle était entièrement en marbre et en or, avec un bidet, une baignoire et une douche séparées. Antoinette Aguaya, l'hôtesse de l'air, s'est assise en face de moi et s'est attachée. En croisant les jambes, j'ai presque tout vu. Elle a juste souri et je savais que le vol allait être long. Le pilote a roulé sur la piste, a mis les moteurs à pleine puissance et a desserré les freins. Nous avons avancé, rencontrant quelques obstacles en cours de route. J'étais sur le point de crier lorsque les roues ont quitté le sol. Avant de m'en rendre compte, j'avais débouclé ma ceinture de sécurité et Antonetta était assise là, souriante comme le chat de Cheshire. Une femme aime savoir qu'elle l'a toujours, dit-elle avec un clin d'œil. Le vol a été formidable, rempli de rires et de blagues pendant 6 heures. Plusieurs fois, le pilote ou le copilote est revenu pour discuter. Au moment où nous avons atterri à Milan, je savais que je ne voudrais plus jamais faire de vols commerciaux. L'atterrissage s'est fait si doucement que je n'ai pas réalisé que nous avions atterri jusqu'à ce que j'entende l'aéro crisser. Le pilote s'est garé dans un hangar vide et a coupé les moteurs. Une limousine Bentley s'est arrêtée près des escaliers et 3 hommes, des hommes en bouton d'autrefois à la trattoria, en sont descendus. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, dont Enzo était dans la limousine. J'ai descendu les escaliers en regardant le copilote décharger mes bagages. Avant que je puisse récupérer mes sacs, l'un des hommes au bouton et le chauffeur s'en étaient déjà occupés. Quand je suis monté dans la voiture, dont Enzo m'a accueilli avec le sourire. Bon retour en Italie. Mon fils, don Enzo. Je suis honoré par tout cela, mais je ne suis qu'un maçon glorifié, pas un prince méritant un tel traitement, dis-je en essayant de minimiser cela. Il sourit à nouveau. Vos parents seraient fiers de vous entendre dire cela. Mais pour l'instant, il se fait tard. Nous irons chez moi et dînerons. Et nous avons conduit. Le chauffeur de la limousine se faufilait dans la circulation comme Mario Andretti pendant que don Enzo me versait un verre de vin. J'ai fait de mon mieux pour ne pas le renverser pendant que nous avancions. Lorsque nous avons finalement atteint l'autoroute, j'ai cru que la course folle était terminée, mais j'ai jeté un coup d'œil au compteur de vitesse, 240 km/h. Nous courions sur la route à 150 miles par heure. J'ai dû avoir l'air paniqué parce que don Enzo m'a tapoté le genou. Ne vous inquiétez pas, dit-il. Guido est l'un des meilleurs pilotes du moment. Il a fallu 1 heure pour arriver à la maison de don Enzo, un voyage qui dure normalement de 2h30 à 3h. Son domaine était entouré d'un mur avec un portail gardé par 2 hommes armés qui faillirent saluer notre passage. En regardant à travers la vaste pelouse, j'ai vu d'autres gardes armés patrouiller sur le terrain. Nous ne pouvons pas être trop prudents, a déclaré don Enzo. Il y a toujours des hommes envieux qui essaient de prendre ce qui m'appartient. À partir de maintenant, et à chaque fois que vous visiterez, vous ayez des hommes qui vous protègent partout où vous allez. Don Enzo, je peux prendre soin de moi, ai-je protesté. Je ne suis plus un enfant. J'avais du sang avant même d'avoir terminé mes études secondaires. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre, dit-il fermement, et son regard ne laissait aucune place à la discussion. Plus tard dans la soirée, alors que je me promenais dans le manoir, je suis tombé sur une vieille connaissance, le garde du corps que j'avais autrefois surnommé Hat. Il s'est présenté correctement cette fois. Je m'appelle Ninzo, dit-il. Vous avez eu le courage de ne pas le dire au don plus tôt, mais ne recommencez plus jamais. Un seul regard de sa part et j'aurais dû vous éliminer. Il n'aime pas qu'on lui dise non. Comprendre? Oui, ai-je répondu rapidement, réalisant à quel point j'étais sur le point de franchir une ligne. Le dîner de ce soir-là était un festin digne d'un roi, même si je suppose que le don était un roi à sa manière. Nous n'étions que 2 dans une salle à manger pouvant accueillir 30 personnes. Il était assis en tête et j'étais à côté de lui. Nous avons bavardé et il a posé des questions sur ma famille, oncle Bruno et sa famille. J'ai appris qu'il avait 75 ans et qu'il était veuf depuis 15 ans. Sa femme était décédée d'un cancer du sein et il était toujours en deuil.
Il a eu 2 fils et une petite fille qui ont été la lumière de sa vie. Les fils, eh bien, j'ai compris qu'il l'avait déçu. Nous avons terminé le dîner et sommes allés dans son bureau pour prendre du cognac et des cigares. Les cigares n'étaient pas des petits cigares italiens mais des cubains haut de gamme. J'ai savouré le mien et la boisson, pensant que je pourrais m'habituer à cette vie. J'ai privé, limousine, propriété de campagne, demeure, beaux cigares. Ouais, je pourrais m'habituer à ce style de vie. Le seul inconvénient était que les gens voulaient sa mort. Cela a mis un frein à ma rêverie. Nous étions tous les deux fatigués. Lui à cause de son âge, moi à cause du décalage horaire et j'essaie de garder mes yeux sous contrôle. Son majordome m'a montré ma chambre. La dernière chose qu'il a dite avant de partir a été « Le petit déjeuner est à 9 h du matin, je préparerai vos vêtements le matin. Je te réveillerai à 7 h. » Ce n'est pas comme ça que j'ai grandi. À l'époque, maman me criait dans les escaliers de me lever, et si je prenais trop de temps, papa venait me tirer du lit, pas si doucement. Ma chambre ici était une suite de luxe, dotée de sa propre salle de bain, d'un salon, d'un dressing et d'une chambre. Le don n'a épargné aucune dépense pour sa maison ou ses invités. Le lendemain, mes tournées ont commencé. Moi, le don et 4 gardes du corps avons visité l'écurie, le terrain de pétanque, la piscine et les cours de tennis. Ce type avait tous les jouets. Le lendemain, nous avons vérifié sa collection de voitures, sa collection d'armes, puis nous sommes rendus à son vignoble dans l'une de ses Ferrari biplaces. Nous avons discuté avec le vigneron et dégusté certains de ses derniers assemblages. Au moment où nous étions prêts à partir, nous avons dû appeler pour qu'on nous accompagne car aucun de nous n'était en état de conduire. Le lendemain, c'était une visite chez le fromager et le lendemain, nous avons visité l'exploitation du prosciutto. Après ces 3 jours de plaisir, j'ai réalisé que je devais trouver une salle de sport. Je mangeais comme un cochon. Lors d'un des trajets de retour, j'ai évoqué le sujet de Sofia, mon ex. Il m'a expliqué que nous avions prévu d'attendre la naissance de son bébé avant d'agir, mais j'ai été informé qu'il prévoyait de s'enfuir. Les amants savaient qu'ils étaient pourchassés et leurs chasseurs étaient proches. Mes hommes les ont suivis, et quand ils ont quitté Venise, mes hommes étaient juste derrière. Ils sont montés à bord du voilier, ont attrapé Sofia et son petit ami, puis ont coulé le bateau et les ont emmenés tous les deux dans un bâtiment spécial où ils ont été détenus jusqu'à ce que Sofia accouche. Le petit ami a été pris en charge devant elle alors qu'elle était retenue et incapable d'intervenir. Ce fut une épreuve de longue haleine pendant 2 jours. Elle n'a montré aucune compassion pour lui. C'était une sorcière totale. Et puis ce fut le tour de Sofia. Il fit une pause et continua. Ils l'ont mal utilisée pendant des mois, mais elle ne voulait pas se briser, alors ils l'ont vendue. J'ai reçu quelques photos dans un magazine underground montrant ce qui lui avait été fait, mais elle n'a toujours pas cédé. Aux dernières nouvelles, elle était vivante et circulait. Le bébé a maintenant 2 ans et demi et vit dans une famille aimante. Pour une raison ou une autre, j'étais content que l'enfant aille bien. Sophie ? Je m'en fiche, répondis-je. Le don voulait me montrer sa villa d'été sur la Riviera italienne et me présenter sa petite fille. Elle adorait l'eau et y passait tout son temps libre. Cependant, je n'avais pas hâte de la rencontrer, sachant à quoi ressemblaient Don et ses fils. Aucun d'entre eux ne peut être qualifié d'attrayant. Je pensais qu'elle avait probablement hérité des mêmes gènes et qu'elle se sentait mal pour elle. Nous sommes arrivés à la villa et avons été accueillis par le cuisinier. Tout le monde était soit en ville, à la plage ou en train de naviguer. Sa petite fille ne reviendrait que le lendemain soir. Je m'attendais à ce que Don perde la tête, mais il avait juste l'air triste. Tout ce qu'il a dit, c'est Grazi, lorsqu'il a été informé de son absence. Il m'a fait visiter la villa et le village, mais son cœur n'y était pas. Il voulait juste voir sa petite fille. 2 jours plus tard, nous sirotions du vin sur la terrasse avant le dîner lorsque nous avons entendu du bruit à l'intérieur de la maison. Le Don a réussi à dire « Ma bambina » avant qu'elle ne franchisse les portes vitrées et ne pénètre dans le patio. Ce tourbillon m'a dépassé et a serré le Don dans ses bras. En me tournant vers eux, j'ai immédiatement reconnu sa voix. J'avais passé 5 heures à écouter cette belle voix dans l'avion. D'une voix rauque, j'ai dit « Antonietta ?» Elle a entendu ma voix et s'est retournée. Quand j'ai vu son visage, il y avait ce même merveilleux sourire. Elle a jeté ses bras autour de moi et m'a donné un baiser auquel je ne voulais jamais mettre fin. Mais le Don avait d'autres projets. Au moins, laissez-moi vous présenter avant de commencer à faire des bébés, dit-il en souriant, ce qui nous fit rire tous les deux.
Antonita a expliqué comment nous nous sommes rencontrés. Ingrid n'a pas pu prendre le vol que vous avez envoyé, alors je me suis porté volontaire pour jouer le rôle d'hôtesse de l'air. Don et moi avons passé un merveilleux vol à faire connaissance. Poppy, c'est un homme bon, un vrai gardien. Nous avons discuté un moment jusqu'à ce que le dîner soit prêt. Eh bien, elle parlait surtout au Don, et je viens d'écouter. C'était une femme, après tout. Alors, où est l'heureux élu? Qui est ton mari? J'ai demandé. Le Don avait une drôle d'expression sur le visage et Antonietta se remit à rire. Elle l'a dit à son grand-père, je lui ai menti. J'avais mes bagues et il pensait que j'étais marié, alors je lui ai dit que je l'étais. Poppy, c'était un parfait gentleman. Pendant tout le vol, il a même gardé les yeux là où ils devraient être. Nous sommes entrés et avons dîné. Le grand-père et la petite-fille se sont amusés à me taquiner tout au long du repas. J'ai de larges épaules, je peux le gérer. Non, vraiment, nous avons passé un très bon moment. Après le dîner, nous prenions un verre sur la terrasse lorsque la femme de ménage est sortie pour dire à Antonietta qu'elle avait reçu un appel téléphonique. Alors qu'elle partait le prendre, toutes sortes de pensées horribles me traversèrent l'esprit. Qui l'appelait? Un petit ami? Petit ami? Amoureux? Le Don a essayé de me calmer, en quelque sorte. C'est probablement sa fille, Dani, dit-il avec désinvolture. Oh, marmonnai-je en essayant de comprendre. À peu près à ce moment-là, Antonietta est revenue et a dit, Dani nous dit bonjour et nous lui manquons. Puis se tournant vers moi, ajouta-t-elle, j'ai hâte que tu la rencontres. Vous l'aimerez immédiatement. C'est pourquoi je porte ces bagues. Si je ne le faisais pas, les gens se feraient une fausse idée en pensant que j'avais une petite fille. Je restais là avec un air stupide sur le visage. Non, espèce d'idiot, rit-elle. Dani est adoptée. Elle est à Milan avec des amis en ce moment. Vous la rencontrerez dans quelques jours. Le lendemain, Antonietta et moi sommes allés naviguer. Elle portait un petit maillot de bain, une pièce qui mettait parfaitement en valeur son corps incroyable. Vous l'aurez deviné, j'étais excité. C'était une superbe beauté italienne avec une silhouette qui pouvait rendre n'importe quel homme fou. Je l'avais déjà vue vêtue de vêtements, à la fois dans l'avion et à la villa de Don, et même si ses tenues étaient fantastiques, rien de comparable à ce maillot de bain. Même s'il s'agissait d'une pièce, il y avait plus de tissu dans un bikini typique que dans le sien. Nous n'étions que deux sur le sloop à un mât. Mon travail consistait à gérer la barre et à prier aussi fort que possible. Il n'y avait pas de pilote automatique, donc je devais garder les deux mains sur le volant au lieu de là où je le voulais. Condamné. À un moment donné dans l'après-midi, je l'ai entendu mentionner des rides de bronzage. La prochaine chose que je savais, c'est qu'elle était allongée sur le pont avant. À un moment donné dans l'après-midi, je l'ai entendu mentionner des rides de bronzage. La prochaine chose que je savais, c'est qu'elle était allongée sur le pont avant et que son maillot de bain avait disparu. Au bout d'un moment, elle est venue et a commencé à m'appliquer de la crème solaire. Une fois que j'ai été couvert, elle a pris la barre et j'ai pu lui rendre l'appareil en appliquant de la crème solaire sur son corps parfait. J'ai pris mon temps, en accordant une attention particulière aux bons endroits. Quand j'ai fini, ses genoux sont devenus faibles et j'ai dû l'entourer de mes bras pour la maintenir droite tout en saisissant le gouvernail. Lorsqu'elle reprit son calme, elle se tourna dans mes bras et m'embrassa longuement et profondément. Merci, murmura-t-elle. J'en avais besoin. Tout le monde a peur de moi à cause de mon grand-père. Merci d'être courageux. Mon plaisir était tout ce que je pouvais dire. Elle s'est glissée hors de mes bras et s'est tenue derrière moi, enroulant la sienne autour de ma taille. Ses lèvres n'arrêtaient pas d'embrasser mon cou et mes épaules. Tu as beaucoup à offrir à une fille, me murmura-t-elle à l'oreille. Je me suis souri. J'espère que tu sais comment gérer ton grand-père, pensai-je. Je ne voulais pas le mettre en colère. Le reste de la semaine s'est écoulé rapidement et soudain, il était temps pour Don et moi de retourner chez lui à Vicence. Antonietta est devenue très calme ces 2 derniers jours. Elle me manquait déjà même si je n'étais pas encore parti. Nous avons fait de longues promenades autour de la villa, sans vraiment parler de rien, nous tenant simplement la main comme des adolescents. Le matin où Don et moi devions partir, Antonietta est arrivée pour nous dire au revoir. Elle était avec une petite fille d'environ 3 ans, aux longs cheveux noirs et aux plus jolis yeux bleus. Elle tenait la main d'Antonietta pendant qu'ils traversaient la cour. Quand elle a vu le Don, elle a souri largement et a crié « Poppy ». Elle lâcha la main d'Antonietta et courut vers lui avec ses petits bras tendus,
attendant qu'on la prenne. J'ai regardé le vieil homme s'adoucir alors qu'elle babillait dans son SW. Rencontrer l'Italien. Lou, voici Gina, ma petite arrière-petite-fille préférée, dit-il. Aimeriez-vous la rencontrer? Il me l'a amenée. Gina est devenue timide et a caché son visage dans son cou. Gina, voici Monsieur Pergolisi d'Amérique. C'est un ami de ta mère. La petite fille m'a jeté un coup d'œil, me faisant un petit sourire avant de cacher à nouveau son visage. J'ai tenté ma chance et j'ai parlé dans un italien simple. Ciao, Bella. Je suis heureux de vous rencontrer. Une petite voix douce répondit. Ciao, signor. C'était doux et calme. Pendant que la famille et moi nous disions au revoir, Gina n'arrêtait pas de me jeter des regards depuis l'épaule de son grand-père. Chaque fois que je l'attrapais, je souriais et lui faisais un clin d'œil, ce qui la faisait rire et se détourner. Antonietta a dit, « Je pense que tu t'es fait un nouvel ami. » Au moment de partir, il y avait des câlins et des baisers tout autour. Gina était de retour dans les bras d'Antonietta quand je l'entendis murmurer quelque chose. Antonietta a souri et a dit, « Quelqu'un veut un baiser de ta part. » Je me suis retourné pour voir Gina me tendre la main. Je me suis approché et elle a enroulé ses petits bras autour de mon cou pendant qu'Antonietta la tenait. Elle m'a donné un rapide baiser sur la joue avant de se cacher à nouveau dans le cou d'Antonietta. Mais cette fois, un petit sourire est apparu alors qu'elle me regardait. Le Don et moi avons passé la majeure partie des 4 heures de route jusqu'à son complexe en silence. Je ne savais pas à quoi il pensait, mais je pensais aux 2 femmes que j'avais laissées à la villa. Une chose était sûre, je n'en avais pas fini avec eux. Le vol de retour était long et généralement solitaire, mais même avec la beauté d'un gars assis à côté de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux 2 femmes que j'avais laissées en Italie. J'ai repris ma routine à la maison, mais le temps a passé vite. J'ai trouvé des moyens de soulager mon stress, mais pour une raison quelconque, je n'arrêtais pas d'imaginer que c'était Antonietta ou peut-être j'espérais simplement que ce soit elle. Quoi qu'il en soit, le soulagement n'était pas aussi satisfaisant que je l'aurais souhaité. 2 mois plus tard, j'ai trouvé une autre enveloppe sur mon siège auto. Cette fois, je savais que c'était de Don Enzo. Sa méthode de livraison était indubitable. Je me dirigeais vers mon bureau, où se trouvaient déjà mon père et mon oncle Bruno. Ils me jetèrent des regards curieux en passant. Un message d'Italie, c'est tout ce que j'ai dit. Une fois dans mon bureau, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai secoué son contenu. Une seule page manuscrite s'est échappée et j'ai commencé à lire l'écriture tremblante. Ma chérie, je tiens à te remercier pour ta visite. C'était vraiment agréable de faire votre connaissance. J'ai l'impression d'avoir un autre fils, qui respecte son père, contrairement au mien. Quoi qu'il en soit, j'écris parce que j'ai ici 2 filles très malheureuses. Une petite qui n'arrête pas de demander où est son papa et une plus âgée qui passe tout son temps à regarder dans le vide. Il semble que vous leur ayez fait une sacrée impression. Si vous avez le temps et un peu de compassion, voici le numéro de téléphone d'Antonietta. J'aimerais les voir sourire à nouveau. Meilleurs vœux, Enzo. J'ai immédiatement composé le numéro au bas de la lettre. Le téléphone a sonné et juste au moment où je m'attendais à recevoir un message vocal, une voix endormie a répondu. Prochainement? J'avais complètement oublié le décalage horaire. Ciao, Antonietta, c'est moi, Lou. Elle a failli m'éclater les tympans avec son cri. Karl! J'ai entendu du bruit et de la confusion en arrière-plan avant qu'elle ne continue. Non, je vais bien, c'est mon Louis, dit-elle à celui qui était proche. J'ai soudain réalisé que j'étais passé d'ami à chéri Karl et enfin à mon Louis. J'ai senti ma poitrine gonfler en écoutant sa voix. Nous avons parlé jusqu'à ce que la batterie de son téléphone portable commence à se décharger. Avant de raccrocher, nous avons organisé un autre appel pour un jour et une heure précis. Alors que nous étions sur le point de nous déconnecter, je jure que je l'ai entendu murmurer « Ti amo, ma Louis ». Mais je ne pouvais pas en être certain. Pendant les 3 jours suivants, je me suis promené avec un sourire maladroit sur le visage. Cela aurait probablement duré plus longtemps sans un appel téléphonique le 4e jour. À 8 heures du matin, Cheryl, la réceptionniste du bureau, m'a informé de l'appel. J'étais dans la salle de conférence avec mon père et mon oncle Bruno, en train de récupérer mes commandes du jour. J'ai essayé de lui faire signe, mais elle a insisté. Mon père m'a lancé un regard agacé alors que je décrochais le téléphone. Bonjour, Lou Pergolisi parle. Au début, je n'ai entendu rien d'autre qu'une faible voix disant « D'accord, Gina, dis bonjour ». Puis cette voix timide qui me manquait dit «
pronto, mio padre. J'ai immédiatement su que c'était la fille d'Antonietta, Gina. Buongiorno, Bella, ti amo, répondis-je, le cœur fondant. Je l'ai entendu rire au téléphone, puis Antonietta est arrivée. Gina court dire à son grand-père qu'elle t'a parlé. Vous avez fait d'elle une petite fille très heureuse. Elle parle de toi tout le temps maintenant. Je l'aime aussi. Elle est aussi charmante que sa mère, dis-je. Nous avons continué à discuter et pendant un instant j'ai oublié mon père et mon oncle assis là. C'était jusqu'à ce que je remarque que le grand haut-parleur diffusait notre conversation. Mon père a rompu le silence. Tu ne vas pas nous présenter ? Il a dit assez fort pour qu'Antonietta l'entende. Elle a tout de suite compris et m'a dit, eh bien, tu ne vas pas me présenter ? J'ai rapidement raccroché le combiné et fait les présentations point haut-parleur. Une fois que je l'ai eu, mon père est intervenu à nouveau. Je suis heureuse de rencontrer enfin la femme qui fait que mon fils se promène la tête dans les nuages. Quand aurons-nous le plaisir de vous rencontrer, vous et votre adorable fille ? Antonietta rit doucement. Je vais demander une visite à mon grand-père. Ses affaires l'occupent beaucoup et je ne sais pas s'il peut traverser l'océan. Nous serions ravis de rendre l'hospitalité que Don Enzo a offerte à notre fils. Sûrement qu'un de vos frères pourrait s'occuper de tout pendant sa visite, a suggéré mon père. S'il vous plaît, rappelez-lui que nous serions ravis de l'honorer pour tout ce qu'il a fait pour notre fils. Sur ce, notre réunion du matin était prioritaire, alors Antonietta et moi nous sommes dit au revoir. Par la suite, j'ai reçu des taquineries bon enfant de la part de ma famille. Plus tard, Cheryl m'a coincé, exigeant des détails, mais j'ai juste souri, ce qui l'a rendu encore plus déterminé à le découvrir. Il m'a fallu encore une semaine avant de pouvoir rappeler l'Italie. Le décalage horaire de 8 heures était un peu délicat, mais nous avons réussi à le faire fonctionner. Et nous avons parlé. Antonietta raccrochait et rêvait de moi pendant que je me promenais en pensant à elle. J'aimais aussi appeler assez tôt pour parler à Gina. Elle avait hâte de pratiquer son anglais et me racontait sa vie dans un mélange d'anglais et d'italien. Antonietta écoutait sur haut-parleur en riant de nos petites conversations. À l'approche de Noël, nous avons commencé à dresser des listes de cadeaux pour nos familles. Gina allait être gâtée. J'ai plaisanté avec Antonietta, je ferais mieux de louer un conteneur juste pour ces cadeaux. Je pouvais l'entendre sourire au téléphone. Ne gaspillez pas votre argent, dit-elle. Il y a des projets en préparation. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il venait pour Noël. Thanksgiving approchait et nous tenions notre réunion de famille traditionnelle dans l'un des restaurants familiaux. Nous avons invité tous les proches et la plupart de nos employés. C'était notre tradition. Nous avons fermé le restaurant et organisé une grande fête. Il y avait toujours trop de nourriture et de boissons et je faisais en sorte de me faire plaisir. J'étais assis à la table d'honneur, écoutant à moitié mon oncle prononcer le discours de bienvenue habituel, lorsque j'ai entendu quelque chose qui m'a attiré toute mon attention. Je souhaite la bienvenue à Enzo Castillo et à sa famille à notre fête. J'ai cligné des yeux de surprise. C'était Don Enzo et sa famille. Mon cœur s'est arrêté alors que je regardais vers l'entrée. Effectivement, mon père et mon oncle escortaient Don Enzo et sa famille dans la salle à manger, mais je n'étais pas concentré sur lui. Je cherchais 2 personnes, Antonietta et Gina, et elles étaient là. La petite Gina m'a vu debout au fond de la pièce et a immédiatement commencé à attirer Antonietta vers moi. Elle s'est libérée de la main de sa mère lorsqu'elles étaient proches et a couru autour du bout de la table, se dirigeant droit vers moi aussi vite que ses petites jambes le pouvaient. Lorsqu'elle m'a atteint, elle a sauté dans mes bras et a enroulé ses petits bras autour de mon cou. « Salut papa !» s'exclama-t-elle fièrement dans son anglais approximatif. Toute la salle a éclaté sous les applaudissements. J'étais sans voix, mais mon cœur se gonfla. Quand Antonietta nous a rejoints, je me suis retrouvé dans les bras des 2 plus belles filles de la pièce. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu excité en regardant Antonietta, mais heureusement, mon pantalon enflé et ma veste ont aidé à cacher ma réaction. Antonietta m'a fait un sourire complice en me serrant dans ses bras. Nous avons apprécié un merveilleux repas. Gina s'est assise sur mes genoux pour essayer de me nourrir, mais plus de nourriture s'est retrouvée sur mes vêtements que dans ma bouche. Le nettoyeur a sécoré certainement du pain sur la planche. Mon père et mon oncle Bruno ont passé la soirée à présenter Don Enzo aux membres de la famille et aux amis. Plus tard, Enzo m'a dit qu'il avait été impressionné par le fait qu'il pouvait se souvenir non seulement des noms de chacun, mais aussi des détails sur leur famille. La soirée passa vite et bientôt j'avais une petite fille profondément endormie sur mes genoux et une belle femme à mes côtés.
Je me suis penché vers Antonietta et lui ai demandé « Où restes-tu » Elle sourit. « Papa loge chez ton oncle avec son équipe. Gina et moi restons dans ton appartement. Il n'y a plus de place chez ton oncle. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Bien sûr que non, répondis-je, mais où vas-tu dormir ? Antonietta sourit malicieusement. Ton père pense que Gina et moi partagerons un lit, mais je ne pense pas, Gina ronfle. J'espère que non. Ce sourire suffisait à me rendre fou. Nous avons utilisé la somnolence de Gina comme excuse pour partir plus tôt. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, j'ai porté Gina dans la chambre d'amis et je l'ai laissée avec sa mère. J'ai remarqué le petit bagage rose, indiquant clairement que ce plan avait été fait à l'avance. Ensuite, je suis allé dans ma chambre pour me changer de mes vêtements tachés de nourriture, seulement pour y trouver un plus grand ensemble de bagages, ceux d'Antonietta. Je me suis déshabillé dans la salle de bain et suis allé sous la douche, essayant de nettoyer la tentative désordonnée de Gina au dîner. Je venais de me savonner lorsque j'ai senti la porte de la douche s'ouvrir et que quelqu'un m'a rejoint. Les mains ont commencé à frotter du savon sur mon dos, puis se sont déplacées vers mon devant. Nous avons tous les deux passé un bon moment sous la douche, à rire et à nous taquiner. Ensuite, je l'ai ramassée, j'ai coupé l'eau et je l'ai portée elle dans mon lit. Nous avons fait l'amour pendant les 2 heures suivantes et nous nous sommes endormis, enveloppés dans les bras l'un de l'autre. Nous avons refait l'amour le matin, une façon douce de se réveiller. Nous étions toujours allongés l'un contre l'autre lorsque nous avons entendu Gina appeler sa maman. Elle s'était réveillée dans une pièce inconnue, confuse. J'ai plongé sous les couvertures pendant qu'Antonietta enfilait une chemise de nuit en coton et se précipitait pour la réconforter. Quelques instants plus tard, la mère et la fille entrèrent dans la chambre. Gina nous a regardés et a demandé gentiment « Puis-je coucher avec toi et maman, s'il te plaît ?» Nous étions donc là, 4 d'entre nous au lit, moi, Antonietta, Gina et un petit animal en peluche pelucheux nommé Pépino. Alors que j'étais allongé là à les regarder, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je voulais ça. Je voulais une famille. Mes jours de jeu sur le terrain étaient terminés. Il ne me restait plus qu'à convaincre Antonietta et son père. Gina, semblait-il, était déjà à mes côtés. Pendant qu'Antonietta et Gina dormaient à côté de moi, j'ai commencé à faire des projets. Convaincre Don Enzo ne serait pas la partie la plus difficile. Il m'aimait bien et il était clair qu'il était déçu par ses fils. Il me considérait comme un meilleur candidat pour la famille, même si je n'étais pas lié par le sang. Il m'accueillerait sans hésitation. Antonietta, cependant, représentait le véritable défi. Elle ne s'engagerait pas. Elle était contente des choses telles qu'elles étaient. Elle et Gina pourraient vivre avec moi, mais elle ne ressentait pas le besoin de formaliser cela par un mariage. Nos 2 familles ont essayé de la convaincre, mais elle était têtue. Je pouvais sentir que quelque chose de plus profond la dérangeait, quelque chose qu'elle n'avait pas partagé. Tout a atteint son paroxysme la semaine précédant leur retour en Italie. J'étais assise sur le balcon avec Gina quand Antonietta est sortie, tenant des papiers. Son expression était sérieuse et je savais que cela n'allait pas être une conversation ordinaire. « Lou, nous devons parler », dit-elle fermement. J'ai essayé de faire une blague, mais elle m'a fait taire. Je suis sérieux. Nous devons parler. Elle a brandi les papiers et tout ce que j'ai pu faire, c'est hocher la tête. Louis, je sais que tu as déjà été marié, commença-t-elle. Votre femme et son amant ont disparu en Europe. Mon père m'a montré un article de journal disant qu'ils étaient morts dans un accident de bateau et qu'elle était enceinte. C'est vrai, répondis-je prudemment, ne sachant pas trop où cela nous menait. Elle a poursuivi, je sais ce que fait mon grand-père dans la vie. Même si je ne cautionne pas ce style de vie, je sais que ma famille travaille dans ce secteur depuis des générations. Elle fit une pause avant d'ajouter, ce que je veux savoir, c'est si vous ou mon grand-père avez quelque chose à voir avec leur fin de vie, en particulier avec le bébé à naître. Sa voix tremblait et j'ai soudain compris ce qui lui pesait. Elle ne s'inquiétait pas de Sofia ou de l'amant, mais du bébé. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi tout expliquer, dis-je. Je lui ai raconté toute l'histoire de Sofia, jusqu'à ma rencontre avec son grand-père à la trattoria. J'ai expliqué que Don Enzo avait promis de n'agir qu'après la naissance du bébé et qu'il avait veillé à ce que l'enfant trouve un bon foyer. À ce moment-là, mon père et Don Enzo sont apparus sur le balcon. Je ne savais pas qu'ils étaient en visite, mais apparemment ils avaient leur propre projet pour cette conversation. Basta, arrête, dit Don Enzo en levant la main. Je vais finir. Il se tourna vers Antonietta. Carmilla,
Luta dit la vérité telle qu'il la connaît, mais il y a des choses qu'il ne sait pas. Antonietta parut confuse mais hocha la tête. Continua Enzo. D'abord, j'ai dit à Lou que sa femme et son amant avaient disparu dans un accident de bateau. Que nous avons trouvé le corps de l'amante mais pas le sien. C'était un mensonge. Nous avons capturé leur bateau. L'amant a été traité, mais Sofia et l'enfant à naître ont été gardés sous clé jusqu'à la naissance du bébé. Ensuite, nous avons vendu la mère. J'ai écouté, reconnaissant les petits mensonges éparpillés dans son histoire. C'était ainsi que fonctionnait le don. La voix d'Antonietta tremblait. Et le bébé, Poppy? J'ai donné le bébé à une bonne famille, dit doucement Enzo. Une famille en qui j'avais confiance pour bien l'élever. Les yeux d'Antonietta s'écarquillèrent. Elle est assise sur tes genoux, n'est-ce pas, Poppy? Enzo hocha lentement la tête. Oui, Gina est la fille de Sofia. Antonietta halta en se couvrant la bouche. Oh mon Dieu, Gina! Se tournant vers moi, dont Enzo a demandé, Louis, as-tu un problème pour élever cet enfant? Je l'ai regardé, le cœur lourd mais certain. Non, papa, je ne le fais pas. Et toi, ma petite fille, dit-il en se tournant vers Antonietta. Avez-vous du mal à élever cet enfant maintenant que vous connaissez la vérité? Antonietta s'est presque effondrée sur sa chaise mais a réussi à dire, non, papa, je l'aime comme si elle était la mienne. Alors pourquoi n'acceptes-tu pas la proposition de Louis? Il a demandé. Antonietta m'a regardé, les yeux remplis de larmes. Je promets que j'accepterai la prochaine fois qu'il me le demandera, murmura-t-elle. Je n'ai pas perdu une seconde. À ce moment-là, je me suis mis à genoux et je lui ai demandé de m'épouser à nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de le partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais entendre vos pensées. Que pensez-vous de l'histoire? Une partie vous a-t-elle marqué? Êtes-vous d'accord avec les décisions du personnage T effectuées? N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vos commentaires comptent beaucoup pour moi, alors n'hésitez pas à partager vos avis. Qu'aimeriez-vous voir dans les prochaines vidéos? Poursuivons la conversation dans les commentaires.